Salut, c'est Nicolas Dan. Bienvenue dans Jazette de Geek, spécial Western States, avec la course féminine. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute Nac et aujourd'hui je te parle d'un nouveau produit dans la gamme Boost Energy. Tu connais déjà le Drink Mix Boost au goût neutre, un mélange qui a été pensé pour les efforts intenses avec 60 g de glucides par portion et un ratio 2:1 glucose-fructose, ce qui permet d'absorber beaucoup d'énergie sans scraper l'estomac. Mais ce printemps, NAC vient d'ajouter une nouvelle option vraiment intéressante, le Drink Mix Boost au cocombe salé. La grosse différence, plus d'électrolytes. Cette version-là contient 500 mg de sodium, donc le double de la version neutre. C'est fait spécifiquement pour aider à remplacer ce que tu perds en transpirant pendant les longues sorties, surtout quand il fait chaud ou quand l'intensité monte. D'après moi, il y a pas mal de monde qui vont être là-dessus sur la Western States cette année. Je l'ai récemment testé puis ça passe vraiment bien. La saveur de cocombe vient comme couper le côté sucré des autres produits, bref, ça marche. On va faire un tour sur le nac.com pour découvrir le nouveau Drink Mix Boost cocombe salé. Puis tant qu'à être là, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 278 de Pas sorti du bois. On est rendu à ce moment de l'année où on accueille Nicolas Dan pour jaser de la Western State. Nico, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de me recevoir pour cette super belle tradition. Une tradition que cette année qu'on fait un peu différemment parce que je voyais que l'année passée, ça avait duré 2h20 comme épisode. Puis je me suis dit, on a 2h20 de contenu à faire, mais j'ai réalisé que moi, comme fan du sport, quand j'écoute ces épisodes-là, je trouve qu'un épisode où tu mélanges un peu la course des hommes, la course des femmes et tout ça, il y a tellement à dire sur la Western State que là, cette année, on split ça en deux. Fait que, au final, c'est la même durée de contenu pour les auditeurs, mais ça va être segmenté. Donc, on commence avec la course des femmes, comme ils disent à la Western State, avec les beaux gilets Here for the Women's Race. On est ici pour la course des femmes. On commence avec la course des femmes, puis je pense qu'on a beaucoup à dire. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, Nico, c'est notre 5e Jazette de Geek Western State. 5e année qu'on fait ça. Et j'ai fait le décompte. C'est notre 12e Jazette de Geek ensemble, si on inclut UTMB qu'on a fait avec Nico Fréret, qu'on a fait la Hard Rock aussi une année, et là, la Western. Fait que 12e Jazette de Geek. On aime ça venir à Pas sorti du bois. Écoute, on a fait pas mal de routes ensemble récemment parce que j'ai eu la chance de te compter comme mon crew, mon seul crew et pacer pour un 100 mètres en Ontario. Puis je pense que ce week-end-là au complet était une Jazette de Geek de 72 heures. Ouais, c'était un moment très privilégié de pouvoir te pacer puis de pouvoir être là, tu sais, de devoir être la seule personne de ton crew et ton pacer en même temps. Ouais, Ouais, c'était une sacrée aventure, hein. On sait, toi et moi, que c'était une course assez brutale en termes de conditions météorologiques. pour vrai, j'avais jamais vu ça. Bon, Cette quantité-là, puis c'est drôle que tu me disais après, parce que je te disais, tu sais, c'était une course où je te voyais souvent, aux 20 km, je revenais, puis je te disais, non, mais c'est l'enfer, la boîte, j'ai jamais vu ça, puis tu sais, je pense que quand t'es dedans, quand t'es dans le dur, peut-être qu'on exagère, puis toi, tu t'imaginais pas, puis quand t'as commencé, tu m'as payé sur le dernier 60, quand t'as vu la quantité de boîtes, t'as vu que je mentais pas, puis que j'exagérais pas. non, pour vrai, moi aussi, j'ai jamais vu autant de boîtes, là. Tu sais, à chaque fois que je te voyais venir, je me disais, OK, il va revenir. Est-ce qu'il va être pire que quand il est venu à 20 kilos ou pas? Et plus je voyais, c'était comme ça, mais tu sais,
comme on a dit, on a inventé un terme, la vésinade. La vésinade, c'est la résilience québécoise. T'as fait preuve d'une très, très grande résilience. Écoute, peut-être, je sais pas, j'ai fait preuve de quoi, mais toi, t'as fait preuve de patience parce que les derniers kilomètres ont été pénibles, comme tout bon 100 000, mais là, je pense que le facteur bouette et 100 mm de pluie en 24 heures a contribué. J'ai vécu l'expérience totale, c'était mon 3e 100 000, puis malgré un Broma Ultra qui m'avait pris 28 heures et tout ça, j'avais jamais vécu la vraie grosse carence de sommeil, j'avais jamais vécu les hallucinations, et là, j'ai eu l'expérience totale, puis t'as été témoin de ça, mon chanceux, fait que... C'était très bon. Ça prenait 300 000 pour finalement tout vivre le cocktail de ça, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit après, il faut te faire un épisode sur le sujet, puis pour vrai... Non, j'aime mieux les histoires des autres. Puis, tu sais, des fois, il y a des courses que tu dis, il y a plein d'anecdotes qui valent la peine d'être racontées. Je pense que c'était une course qui s'est passé beaucoup d'affaires, mais je sais pas si ce serait intéressant. C'était juste boiteux. On a serré les dents pendant 27 heures. C'est une course qui habituellement est assez finissable, disons. C'est un 100 000 qui, quand c'est sec, est roulant, rapide. Un cut-off qui est très généreux. Fait que c'est une bonne place, je pense, pour certains d'avoir une première expérience de 100 000 dans des conditions. Un 100 000, ça sera jamais facile, mais dans des conditions peut-être un peu plus favorables que se lancer sur 170 km linéaires autour du Mont-Blanc ou dans les Chic-Chocs. Là, dans ce cas-ci, on repasse souvent au camp de base, mais... D'habitude, c'est 90% de finisher, là, c'était comme 18%. Fait que c'est ce genre de journée-là. Je voulais que tu dises combien avait de finissants sur. Je pense que j'ai lu, ils ont fait un post, je pense que c'était 18% de finisher, puis c'était leur plus beau taux jamais enregistré. C'était ce genre d'édition-là. Mais c'était bien drôle. C'était pas ça le sujet, mais il y a un lien parce que moi, c'était ma qualif Western pour 2027. Toi, t'as déjà ta qualif Western pour 2027. T'as fait ça l'an passé à Cape Town. Fait que peut-être que l'an prochain, on va se parler en ce moment. Puis notre Josette de Geek va peut-être s'enregistrer en direct de la Californie. Puis on va devoir ajouter à notre liste d'athlètes à surveiller le tien, ton nom. C'est bon. Mais on s'était dit, il ne faut pas qu'on soit pigé la même année. Autant ce serait drôle, autant, je veux dire, les chances qu'on fasse 160 km ensemble sont minces. Fait que ce serait plus drôle de chacun être pigé puis chacun se supporter. Voilà, exact. Fait que... Ouais. Ça, c'est des prédictions, mais ça, pour vrai, ça n'a pas on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ces prédictions-là, mais on est là pour des prédictions de la Western State parce que chaque année, on fait ça. On parle comme si les gens étaient au courant. C'est ta 12e Josette de Geek, mais il y a peut-être du monde que c'est leur première Josette de Geek qui écoute. Le concept, c'est que dans des grosses courses comme l'UTMB, comme la Western State, on va vous parler des athlètes à surveiller parce que c'est des courses où il y a des pelotons qui sont assez exceptionnels, sont assez profonds. C'est toujours ça, mais on dirait que d'année en année, la liste s'allonge d'athlètes à surveiller qui pourraient l'emporter. Il y a à peu près juste l'UTMB puis la Western State, puis les championnats du monde qui peuvent avoir des listes aussi longues d'athlètes qui peuvent espérer gagner. Donc, on vous survole les favoris, puis ensuite, on s'amuse au jeu des prédictions. On aime ça. Ouais, on aime ça. Avant qu'on commence, Nico, t'as-tu quelque chose à boire? J'ai quelque chose à voir. J'ai une IPA du Pentathlon des Neiges. Tu vois? J'espère que c'est une de l'édition de cette année. Oui, c'est une bière du Ciboire. Cool, parce qu'il y a une IPA qui aurait duré plus que... Mettons que tu me dis c'est la bière du Pentathlon 2025, je t'aurais dit ça se peut qu'elle soit rough. Moi, de mon côté, je me suis dit, on a 2 épisodes enregistrés à soir, je vais commencer en douceur. J'ai un Mox Mocktail, le numéro 1, rhum épicé, mangue et lavande, un mocktail sans alcool, très bon goût, fait que cheers! C'est excellent. Donc, avant qu'on se lance, j'ai envie que tu nous parles, toi, de ta saison à venir, parce que on te connaît comme geek de service ici à Pas sortir du bois, toujours en train de faire des prédictions, toujours en train de jaser, mais chaque fois que tu viens, je trouve toujours ça le fun de jaser de toi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? L'année passée, grosse année, UTMB, Cape Town. Qu'est-ce qui t'attend en 2026? Cette année, on appelle ça une année de load management. Je pense que l'année dernière, ça a été très intense sur le corps. Enchaîner UTMB, en fait, PC la Western States avec Yann. Ensuite, enchaîner avec un build-up, genre, tu sais, je fais UTMB. Puis après ça, j'ai enchaîné avec l'Afrique du Sud. Puis l'Afrique du Sud, tu sais, je l'ai fait sur une belle entorse. Donc, je pense que, tu sais, puis ça, c'est beaucoup de changements au niveau de la job, vie personnelle, etc. Donc, ça fait que je pense que cette année, c'est une bonne année de transition. Ouais. Puis, tu sais, je vois de plus en plus que tous les ans, tu peux pas te permettre de faire
2-3 grosses courses parce que ben on vieillit pareil, là. Tu sais, je suis pas vieux, mais j'ai quand même 37 ans. Puis ça fait depuis genre 13-14 ans que je fais des ultras. Donc je pense qu'à un moment donné, en fait, t'es juste obligé d'avoir des années un peu plus tampons. Ouais. Tu peux genre récupérer entre guillemets, t'adapter, puis après ça peut-être te repartir sur un plus gros défi l'année prochaine. Mais je suis super content de faire. Je fais 80 de Borealis en août. Donc ça veut dire que c'est ma première course de l'année, tu sais. C'est en août. C'est J'avais fou, pas hein? fait avant. Et après ça, je fais le 80 de Bromont. Donc tu sais, c'est une année quand même assez calme, mais ça reste des 80 kilos, là. Oui, c'est ça. Mais ça reste que c'est moins genre, je me mets moins de pression à m'entraîner que je me mettais avant. Donc Ouais, parce qu'une année comme l'année passée, je veux dire, pour l'UTMB, je veux pas, t'as une grosse expérience entre elles, fait que tu sais ce que ça prend pour arriver prêt pour ces événements-là. Puis l'UTMB, en termes de dénivelé, tu veux pas être dans la misère tout le long. Donc, il faut se faire des jambes de dénivelé. Tu as passé de l'été à Tremblant à faire des up and down de la montagne. Ouais. Ça reste que c'est prenant, tu sais, je veux dire, veux pas des 80 à ton expérience. Je pense que tu peux plus t'appuyer sur des long runs sur le Mont-Royal en restant proche, mais si chaque fin de semaine, il faut aller à Tremblant faire du dénivelé pour une course comme l'UTMB, c'est impactant dans la vie. Fait que je trouve ça intéressant parce que tu es aussi coach dans la vie, fait que t'es toujours de bons conseils, autant comme geek que comme coach, mais d'avoir des années tampons, puis de pas d'essayer de se loader chaque année de défis, que ce soit dossard ou sans dossard, mais de toujours être dans le piton, puis faut se respecter là-dedans. Puis en plus, je tiens à te mettre sur le spot, mais tu viens d'avoir une promotion au travail en plus. Fait que, grosse année 2026 qui est déjà bien entamée, mais il y a beaucoup de nouveautés, là. Ouais, beaucoup de nouveautés, que du beau. Donc, tu sais, c'est ça, tu sais, il y a... Le sport, c'est une belle place dans ma vie, mais des fois, tu sais, je préfère la mettre un petit peu, genre, pas en deuxième, troisième position, mais oui, tu sais, pour pouvoir plus d'espace avoir des jauges à 100% tout le temps, ça marche pas, tu sais. Ouais. Exact. Quand il faut être à 100% dans 2-3 domaines, ben, il y a des domaines qui vont descendre un petit peu. Mais je suis super en paix avec le fait que, tu sais, je suis quand même capable de courir, puis je vais faire des belles distances, puis je vais avoir des amis autour de moi, etc. Donc, tu sais, Exact. moi, je trouve que c'est une belle année, là. Une super belle année. Moi, c'est ce que j'ai appris cette année, de cette façon-là de... Oui, il y a des années qu'on veut des gros défis parce qu'on aime repousser nos limites ou jouer avec cette limite-là ou accomplir des choses qui nous font un peu plus peur. Puis, tu sais, je veux pas que ça sonne bizarre dit de même, mais tu sais, ça fait 7-8 ans que je fais des ultras. J'ai fait, je pense, une vingtaine de courses de 100 km et plus. La distance de 100 km, je sens que je peux la faire un peu sous-entraînée, pas optimale. Tu sais, c'est pas une recommandation, mais moi, de mon expérience, je sais que si j'arrive optimal, le premier 50 kg va se rentrer tout seul, puis ça va commencer à être dans le dur, le deuxième 50 kg. Si j'arrive un peu sous-entraîné, des fois, je suis plus reposé physiquement, donc c'est une bonne chose, mais peut-être que les jambes vont commencer à picoter un peu plus tôt, mais je peux la faire sur l'expérience. Puis cette année, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de 100 mètres, exactement pour cette raison-là. C'est le petit extra, je l'ai senti, puis j'ai tripé m'entraîner pour m'y préparer, mais j'étais aussi content, la semaine après le 100 000, de me dire, OK, t'sais, parce que je sais que ce que je réussis à rentrer dans une semaine normale avec le podcast, la job, la vie de famille, tout ça, c'est les priorités. Priorité numéro 1, la vie de famille. Ensuite, les activités professionnelles, le sport. Concilier tout ça, je suis capable de rentrer 6, 7, 8 heures d'entraînement. Mais pour un 100 000, je sais que ça me prenait plus que ça. Ouais. Donc, c'est autre chose. C'est des choix à faire. C'est des cadrans qui sonnent très, très tôt la fin de semaine. T'sais, je sais que si je fais un 100 km en fin de l'année, ben, j'aurai probablement pas de cadran à mettre à 3 heures du matin un dimanche. Parce qu'avec ce que je réussis à faire par semaine, je vais me rendre à cette préparation-là pour un 100 km. 100 000, je sais que c'est pas le cas. Je sais que ça m'en prend des long runs. Puis c'est pas vrai que je vais aller partir de 9 h le matin à 4 h l'après-midi. Puis je vais manquer de la vie familiale. Donc, ça veut dire aller courir de 3,5, 4 à 8. Puis après ça, ben, on tombe dans le fun, dans jouer de la batterie avec mon gars puis aux petites voitures. Fait que, tu sais, mais comme tu dis, je le ferai pas l'an prochain. T'sais. Cette année, c'était ça, puis l'an prochain, ça sera autre chose. Fait que, voilà, on vous donne, les gens, des conseils. On est supposé parler, là, on part ça à West Sunset ou vous nous faites des états d'âme de vos vies? Je sais pas. On fait un peu tout ça. Je pense que de toute façon, chaque fois que ton nom apparaît sur un épisode, les gens sont contents parce que t'es une figure, j'ose le dire, importante de la communauté de course au Québec, à Montréal, mais un peu partout, t'es impliqué. Fait que je trouve ça toujours important qu'on parle de toi aussi, qu'on prenne des nouvelles avant qu'on tombe dans le geekage. Ah, ça va être bon, hein?
Il y a un sujet que j'ai remarqué qu'on n'a jamais vraiment abordé dans ces jasettes de geek Western States-là, puis elle est particulière, la Western. On entend beaucoup les gens parler « Ah, j'ai fait mes courses qualificatives. Justement, moi, j'étais à Sulphur Springs, j'ai fait ma course qualificative. Ça veut dire quoi? » J'ai envie que tu nous parles, Nico, de les 370 dossards de la Western States sont répartis comment? Parce que là, on entend parler de la loterie. Aujourd'hui, on va utiliser des mots comme les top 10 qui reviennent. On va utiliser des termes comme des golden tickets. Puis c'est comme plein de façons pour les athlètes ou les coureurs moyens d'accéder à la Western States. Veux-tu nous parler un peu de cette répartition-là de dossards pour cette course-là? Mais ouais, il y a plusieurs catégories, là, mais tu sais, sur ceux qui regardent vraiment et ceux qui comprennent pas tant la Western States, mais c'est ça, tu sais, si tu finis dans le top 10 de la course, tu as le droit de revenir l'année d'après. Puis ça, c'est un droit, tu peux l'accepter ou le refuser. Donc, tu sais, c'est top 10 hommes, top 10 femmes de l'année précédente. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle les Golden Ticket Races. Puis là, il y a des courses comme CCC, Black Canyon, Chianti, Ravalina. Et ça, en gros, c'est le top 2, top 3, dépendamment de la course. Donc ça, on en a beaucoup, genre même Black Canyon. On voit souvent, il y a beaucoup de Québécois qui y vont. Tu sais, Elliott, il a eu dans le passé son Golden Ticket via une des courses de ce circuit-là. Je pense qu'avant, c'était que des Golden Tickets où c'est le top 2. Puis là, maintenant, il fut un temps, je pense, où l'Ultra Trail World Tour, la défunte série qui a comme précédé l'UTMB World Series, avait accès à 10 places hommes, 10 places femmes qui donnaient sans avoir à justifier à des athlètes internationaux. Mais maintenant, il y a ce qu'ils appellent des Super Golden Tickets. Fait que je pense qu'il y a Black Canyon, il y a CCC, puis Canyons, Endurance Run, qui sont des courses où c'est le top 3 qui ont une place automatique pour la Western. Puis après ça, Tarawera, Chianti et Javelina, c'est des courses où c'est le top 2. Fait que comme ça, il y a une trentaine de places qui sont données via des Golden Tickets. Puis ça, ce qui est le fun, contrairement au le top 10, tu le disais tantôt, si par exemple cette année Caleb Olsen a remporté la Western States 2025, a décidé de ne pas revenir, son accès descend pas. Le 11e homme l'année passée n'a pas accès à la Western. Ça fait juste plus de place pour les loteries. Les Golden Tickets, ils descendent. Fait que, par exemple, je voyais qu'il y a des coureurs qui a fini 6e à la CCC, mais comme le 2e, le 3e ont refusé leur Golden Ticket, le Golden Ticket descend. Fait que ces 30 places-là, tu es garanti que c'est des gens qui ont bien fait sur ces courses-là. Ouais, on l'a vu dans le passé, genre des David Rhodes qui refuse son ticket aussi. Tu peux aussi refuser ton Golden Ticket. Tu as le droit aussi de refuser. Donc ça, tu sais, il y a plusieurs. C'est un peu le roll down, là. Ça avait commencé, tu sais, en Ironman, etc. Il y a souvent ce truc-là. Là. Quand tu gagnes les World Spots, des fois, ça descend. Puis après, t'as ça. Après, t'as les commanditaires de la course. Donc, t'as 24 places. Donc, mettons, au cas, on va en parler après, des dossards commanditaires. Ensuite, on n'a jamais parlé des dossards commanditaires dans l'histoire de la Western State parce que c'est 24 dossards qui étaient donnés à souvent des gens impliqués, des employés des marques et tout ça. Dans le passé, ça avait fait un peu jaser parce qu'il y a un Canadien, Reed Colsett, qui avait tenté d'obtenir un Golden Ticket à Black Canyon, n'avait pas fait un top 2, top 3. Puis finalement, son partenaire de Gruau, Stoked Oats, lui avait donné un dossard. Puis on se rappelle avec quelques gens sur les interwebs de geek, là, genre des fils Twitter ou des Reddit qui disaient « Ah, ben là, c'est un élite, mais il n'y aurait pas d'avoir un dossard sponsor. » Cette année, on va aborder le sujet pour un athlète beaucoup plus connu de la course, peut-être que M. Coulsett, mais c'est drôle parce qu'on n'a jamais parlé de ces dossards-là. Puis de cette année, c'est un des gros sujets de discussion. On y reviendra. Ouais, c'est ça. Après, tu as 10 places qui sont plus des caritatifs. Donc, c'est tout ce qui est tirage au sort pour les caritatifs. Donc, c'est souvent distribué. Puis après ça, tu as les race admin, donc c'est souvent les bénévoles qui sont là depuis très très longtemps, les membres des comités d'administration, etc., qui ont accès à ces tickets-là. Donc souvent on les a vus. L'année dernière, c'était Michel Poletti, donc Michel Poletti, organisateur de l'UTMB, qui avait eu un accès aussi via ça. Et ensuite, t'as la loterie. Donc ce truc-là que tout le monde stresse tous les ans et qui regarde. Nous, on fait ça depuis 2 ans, on fait un brunch, puis on sait voir nos noms. Donc Yann, mon ami Yann avait été tiré au sort, puis on a brunché, puis on a vu son nom en capitale, donc ça avait été drôle. Mais ça, c'est ça, t'as 258 places pour la loterie, et ça, tu dois faire une course qualificative. Donc la liste existe sur le site de la Western States, et souvent t'as des gens, ils font juste ça, comme toi et moi. Là. Tous les ans, on regarde la liste, on se dit ok, qu'est-ce qu'on doit faire cette année pour pouvoir valider nos tickets, pour doubler nos chances l'année d'après. Donc au Québec, on a Arikana, on a QMT par exemple. Mais c'est ça, il y a que 258 places. Puis on le voit tous les ans que c'est
c'est exponentiel le nombre de personnes qui s'inscrivent pour Oui, la parce que pour le prix. tu le disais, le nombre de tickets double à chaque année où tu vas te chercher une course qualificative. Si une année, tu ne fais pas de course qualificative, tu ne peux pas mettre ton nom dans le chapeau, mais tu ne perds pas tes places, contrairement à l'ancien système. Mais le nouveau système, la première année que tu as fait une course qualificative dans les temps, parce que certaines épreuves, c'est pas juste de le finir, c'est dans un certain temps. Bon, tu as un ticket, 2, 4, 8, 16. Puis avant, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, après 6 ans ou 7 ans, tu avais ton entrée automatique. Tu as patienté, tu n'as pas été pigé, tu n'as pas été chanceux. À 128 tickets, on t'en donnait un. C'est plus le cas parce que cette année, il y avait même des gens qui avaient 512 tickets. Fait que faites le calcul, là, 1, 2, 4, 8, 16, blablabla, 512. Et c'était jamais arrivé, mais là, l'an prochain, il va y avoir du monde qui vont avoir 1024 tickets. Fait que c'est des gens qui avaient 512 tickets, donc il y avait 60% de chances d'être pigés, qui n'ont pas été pigés, donc c'est là on va voir les premiers en décembre 2026, on va voir les premiers 1024 tickets. C'est assez fou, mais ça permet de découvrir des courses aussi parce que, honnêtement, Sulphur Springs, c'est le plus vieux 100 000 au Canada. J'avais aucune idée de son existence avant de regarder la liste l'année passée puis de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai fait QNT à quelques reprises, j'ai fait Arikana à quelques reprises, je me suis qualifié pour la Western avec ça, mais là, j'avais envie d'essayer autre chose parce qu'on est occupé le week-end du QMT, toi et moi. Puis j'ai découvert ça, Sulphur Springs en Ontario, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu sais, c'est une belle façon de découvrir des courses. Tu sais, pas loin, on en a quelques-unes. T'as Sulphur Springs, t'as le Vermont-Sac qui est tout près. L'année passée, on était plusieurs Québécois à se qualifier là-bas. Un peu plus bas, t'as Grindstone. T'en as une en Pennsylvanie aussi. Dans l'État de New York, il y a 3 ou 4 courses qualificatives. Puis si vous avez envie de rester au Canada, ben dans l'Ouest canadien, il y en a quand même quelques-unes. Là. La Canadian Death Race, Sinister Seven, ces séries de courses-là, on a quand même plusieurs. Fait que si on refait le roll-down, indépendamment homme ou femme, il y a donc 20 places de top 10 qui peuvent être un peu moins, mais minimum 20 places. 30 places Golden Ticket, 24 pour les commanditaires, 10 pour les tirages caritatifs, 28 places pour les admins et cette année, 258 places qui ont été tirées à la loterie. Fait que c'est ça la façon de se qualifier, le système. Pour les athlètes élites, dans la grande majorité des cas, on se qualifie via des courses Golden Ticket. Quand on accède au top 10, ben, l'année d'après, on revient. Et cette année, pour la première fois, on a eu un athlète élite, peut-être le GOAT de la Western State, Jim Wamsley, qui est entré par un dossard de sponsor. Mais on y reviendra dans l'épisode d'après-demain, l'épisode 279, parce que là, aujourd'hui, on est là pour parler de la Women's Race, la course des femmes. Avant qu'on entre dans la liste des athlètes à surveiller, Nico, qu'est-ce qu'on sait sur la météo? Parce qu'on sait la Western State, il y a plusieurs facteurs. Très, très, très chaud dans les canyons, mais les quantités de neige dans le premier tiers du parcours ont aussi un énorme impact. Il y a des années où le record du parcours ou les performances sous les 15 heures sont hors de question quasiment parce qu'il y a des grosses quantités de neige. On se rappelle que la course part en haute altitude à Olympic Valley, qui ont eu les Olympiques d'hiver en 64. Fait que si vous ne saviez pas que les Olympiques d'hiver ont eu lieu en Californie, ça s'est passé à Olympic Valley il y a très longtemps, mais il y a de la neige sur le départ, puis ensuite on tombe dans les canyons, puis bon, Western State est synonyme souvent de chaleur. Qu'est-ce qu'on sait de la température qui est attendue pour les coureurs cette année? Ben, c'est ça, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de neige cet hiver, aux États-Unis au complet, je dirais. Puis apparemment, ça va quand même être une tendance à une année chaude. Est-ce que ça va être aussi chaud que l'année dernière, qui était une année très chaude? Ça, on ne sait pas. Donc, tu sais, pareil, est-ce qu'il va y avoir une traversée de rivière ou pas? À Rocky Chucky, on ne le sait pas. Mm-hmm. Mais il y a toujours la traversée de rivière, on ne sait juste jamais si c'est dans un raft parce que le niveau de l'eau est trop élevé ou si ça se fait les jambes dans la rivière, mais en tenant la corde. L'année passée, Yann il a traversé à la main. Jambes dans la rivière. Jambes dans la rivière, et c'est tellement drôle parce que il y a tellement de roches qui sont pas stables, etc., qui mettent des glow sticks dans l'eau. Ah, c'est vrai? Aux endroits où c'est sketch. Donc là, ils disent, OK, regardez s'il y a des lampes à terre, c'est qu'il y a un trou, genre. Ouais. Donc, et pas là. Donc, c'est quand même drôle. Ouais, on avait eu l'eau plus qu'au bassin, genre. Ouais, j'avais quasiment au milieu du tronc. Puis on s'entend que ça doit faire du bien quand il fait extrêmement chaud. Ouais. Jim Wamsley a même révélé sur un podcast l'année passée qu'il connaît 2-3 autres endroits quand tu longes cette rivière-là où tu peux pas trop sortir du parcours, mais juste aller te pitcher un peu le corps dans l'eau parce que je pense que c'est extrêmement chaud cette section-là. Mais rappelons-nous de la fois en 2016 où Jim Wamsley, c'était sa première tentative sur 100 000, sa première tentative sur Western State. Il était 50 minutes d'avance sur le record du parcours. Il était en train de donner une volée à tout le monde. Arrive à la traversée de rivière quand même en fin de parcours. Ben, disons dans le dernier tiers.
à ce moment-là, il y a une avance. Je veux dire, il va gagner par 1h30 sur le deuxième. Et il traverse une année qui était sans bateau. Là, il traverse les gens dans la rivière et il a perdu pied. Il a lâché la corde et il a dérivé dans la rivière. Il y a du courant. Il y a du courant. Il a fallu qu'il nage à contre-courant pour essayer de revenir. Et il est sorti de l'eau. Ça l'a complètement changé sa game mentale. Ça l'a travaillé. Puis plusieurs kilomètres plus tard, il a pris un mauvais embranchement, s'est perdu et avait fini la course à la marche en 20e place. Donc, Parce que la règle, si tu traverses, c'est une main sur le rope. Ah, c'est ça. Une main sur la corde. C'est la règle. Tu peux pas. Ouais, en mettre deux. Tu dois avoir au moins une main. Tu peux pas traverser en nageant. Faut que tu c'est ça. OK, dans ce sens-là, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que voilà, une anecdote de rivière. Mais les années maintenant, je pense, où il y a plus le niveau de l'eau est plus élevé, donc les années où il y a eu plus de neige l'hiver, il y a un raft qui fait la traversée. Mais je pense que cette année, ça sera pas le cas avec le peu de neige qu'il y a eu. C'est drôle parce que avant, le raft n'était jamais un enjeu sur la game compétitive parce que pour l'avant du pack, les premiers hommes, les premières femmes, rendu là, la course est souvent bien entamée, puis il y a déjà un bon écart entre les coureurs, mais avec les pelotons qu'on a depuis quelques années, la course est serrée jusqu'à la toute fin. Là, la dernière victoire de Jim Wamsley en 2024, Rod Farvar était dans ses shorts jusqu'à la dernière seconde. Fait que maintenant, quand il y a un raft, ça gaule. Un peu comme au QMT avant que le pont soit reconstruit. Pour les premiers sur le 80, sur le 110, il pouvait avoir une petite game de stratégie sur la traversée du raft parce que si tu mets une mine juste avant d'arriver au coureur qui est juste derrière toi, tu peux arriver au raft avant, le raft part et là, l'autre doit l'attendre. Écoute, il y a toute une game de stratégie pour les têtes de peloton avec le bateau. On n'est pas là pour parler de bateau, mais on a une longue liste d'athlètes à jaser parce que c'est assez fou. Je te propose qu'on y aille dans l'ordre des femmes, parce que c'est l'épisode des femmes, mais dans l'ordre du top 10 qui revient. Ouais. Ensuite, des athlètes qui ont fait des courses Golden Ticket, qui ont tenu leur sort comme ça. Puis, on termine avec deux athlètes qui sont ni passés par le top 10, ni passés par la Golden Ticket, mais qui sont des noms à surveiller. Puis, c'est quand même fou cette année, ce qu'on a avec la course féminine, parce que jusqu'à tout récemment, on pensait même qu'on aurait 100% du top 10 qui revenait, ce qui arrive jamais. Il y a toujours entre 5 et 7 personnes par top 10 qui reviennent. Cette année, on avait le top 10 complet qui revenait jusqu'à ce que Ida Nielsen a annoncé une couple de jours qu'elle était blessée. Elle n'allait pas prendre le dossard, donc Ida Nielsen qui aurait été F4. Parce qu'on se rappelle que les numéros de dossard de ces top 10-là, c'est pour les femmes F1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et ensuite, les hommes, c'est M1, M2 et tout ça. Fait qu'on a quand même 9 des 10 femmes du top 10 qui reviennent, dont la grande gagnante en titre, Abby Hall, qui l'année passée avait quand même causé une certaine surprise. Je pense qu'Abby Hall est toujours très respectée, mais elle revenait d'une grosse blessure quelques années plus tôt, qui est une grosse opération. Elle avait eu des belles performances, mais on n'était pas encore certain être revenu au niveau. Puis elle nous a fait une course assez exceptionnelle. Une fille qui avait déjà fini 14e en 2021. Abby Hall, comment s'est passée sa dernière année, Nico? Ben, dernière année, tu sais, après la victoire, ça a un peu pêché, je te dirais. Là, mais tu sais, début d'année, tu sais, elle a fait 5e à Black Canyon. Mais moi, je pense vraiment que tu sais, c'est un truc de monter en puissance. Là. Moi, je pense pas qu'elle ait été tant en difficulté que ça sur l'année, tu sais. Mais c'est sûr que l'année dernière, on l'attendait pas à ce qu'elle gagne. T'sais, on l'avait mis dans nos favorites un petit peu, on en avait parlé, mais moi, je pense que cette année, Black Canyon, pour elle, ça a été un tune-up. Ouais. Mais en regardant tous ces Strava, etc., là, c'est le bloc de training qu'elle vient de te mettre, c'est assez hallucinant. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va être à la Western, mais moi, je pense qu'elle va être à surveiller totalement. Ouais. C'est sûr que ce serait quand même cool de voir un back-to-back, là. Ouais. Ben oui. C'est quand même rare chez les filles qu'on l'ait. Donc, Puis j'en ai parlé plusieurs fois avec Marianne dans nos épisodes mensuels qu'on fait, mais pour le top 10 masculin et féminin, il y a quand même un gros avantage à revenir parce que on va parler tantôt on le disait tantôt, 15 hommes, 15 femmes qui ont fait une course Golden Ticket. Bon, il y a des Golden Ticket qui sont à la CCC au mois d'août de l'année précédente. On a Javelina en octobre. Ça va, mais les derniers qui se sont qualifiés, tu sais, Canyons en avril, Marianne, ce qu'elle a fait l'an dernier, c'est rapide quand même de fighter sur un 100 km. Tu te détruis un peu quand même parce que c'est des courses tellement compétitives qui ont des pelotons de fous. C'est de récupérer parce que 2 mois plus tard, tu as la Western. Ça peut être un avantage quand même pour les athlètes comme Abby Hall, comme toutes celles qu'on va nommer, comme Marianne, de justement savoir que ta prochaine course, c'est la Western. Tu n'as pas une étape avant pour t'y rendre. Puis
à l'intensité des pelotons, au calibre qu'il y a à chacune de ces courses-là. Tu sais, Black Canyon, je veux dire, il y a 30 hommes, 30 femmes qui peuvent l'emporter à chaque année. C'est rendu complètement fou. Mais c'est des courses où tu vas brûler des cartouches. Il n'y a plus de... Je ne veux pas dire qu'avant, il y avait des courses faciles Golden Ticket, mais je pense que les athlètes savaient que Black Canyon, tu y vas pas si tu veux un Golden Ticket facile à avoir, mais facile, c'est peut-être un terme fort, mais il y a quand même des courses un peu plus faibles côté peloton, ce qui faisait qu'un Golden Ticket était quand même accessible. Il y a des années que c'était la Georgia Death Race, des courses qui attiraient pas des giga pelotons. Là, en ce moment, les 6 courses Golden Ticket ont des packs complètement fous. Donc, on brûle les cartouches pour l'emporter, donc il faut récupérer. Donc, Abby Hall, elle sait qu'elle reprend la ligne de départ cette année. Ça fait 1 an qu'elle le sait. Puis, ce qu'elle a fait entre la Western State 2025 et 2026, ça y appartient, mais il n'y a aucune... Il y a aucune obligation à performer. Puis comme tu dis, Black Canyon, en février, c'était peut-être une race de tune-up. Puis tu sais, quand tu finis 5e dans ce peloton-là, c'est quand même pas si pire pour un tune-up. Là. Surtout que tu dis, tu sais, que Black Canyon, c'est souvent celle qui a le plus gros field parce que c'est ça, tu sais, t'as un assez gros écart pour pouvoir récupérer et repartir sur un bloc. Ouais. Canyon, c'est tellement proche que... Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes les prédictions, on en parlera tantôt pour les prédictions, mais c'est souvent les personnes qui font Canyon, il faut que tu mettes ça en compte de dire, est-ce qu'elle a pas brûlé une cartouche pour la course d'après, tu sais? Ouais. Mais Abiol, j'ai très hâte de voir, tu sais, parce que c'est le training block qu'elle vient de faire, c'est assez de fun à regarder. C'est fou en ce moment de voir le training block de tous ces gens-là, tu sais. Avant, il y avait certains qui allaient sur place, certains qui allaient à Flagstaff en altitude et tout ça, mais plein de monde se préparait à la maison puis arrivait pour la Western. Là, c'est rendu une autre game. T'sais, les équipes investissent. T'as des athlètes qui sont de la même équipe, qui vont aller se faire des training camps plusieurs mois d'avance. C'est plus la même game du tout. On se prépare d'avance puis on est sur le terrain. La prochaine, c'en est une qui s'est entraînée beaucoup. En fait, F2 et F3, Fuzhou Xiang, la chinoise, puis Marianne Hogan, notre québécoise canadienne, on fait beaucoup de kilomètres ensemble dans les dernières semaines, mais c'est 2 filles qui ont passé beaucoup de temps sur le parcours ou, en tout cas, dans le cas de Marianne, à Flagstaff. Fuzhou Xiang, 2e en 2025, 2e en 2024. C'est une régularité assez impressionnante. Puis c'est quelqu'un qui race beaucoup. Ouais. J'ai calculé, elle a fait 11 courses en 2025, 11 ultras ou tu sais des 30 kilos et plus, mais tu sais plusieurs ultras. Je pense que sur ces 11 courses, il y avait genre 9 50K et plus. C'est typique des coureurs chinois, on les voit beaucoup racer. Puis elle, ça a l'air de bien lui servir parce qu'elle performe de manière assez régulière. 13e à la CCC l'année passée. C'est pas une contre-performance, mais ça reste que Western State CCC, c'est peut-être pas l'enchaînement le plus logique en termes de compétences techniques. Tu sais, c'est ça, ça le fait des courses préparatoires un petit peu. Tu sais, Mars a été en Nouvelle-Zélande, à la fin de 100 kilos en Nouvelle-Zélande, vraiment rapide, tu sais, elle a mis 11 heures pour faire un 100 et quasiment 5000. Donc, tu sais, c'est ça, elle race vraiment beaucoup. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, aussi, ça va être... c'est quoi la longévité, tu sais? À chaque fois qu'elle court, elle gagne quasiment, en plus. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est impressionnant. Ça, elle est toujours placée, quoi. Ouais, exact. Puis, dans les dernières années, on a vu beaucoup d'athlètes chinois, tout donner, là, à chaque année, c'est pendant quelques années, 2021, 2022, t'en avais toujours un Chinois en tête au début de l'UTMB, puis après 30 kilos, il explosait. Mais tu sais, des Fuzhou Xiang, Miao Yao, c'est des coureuses qui ont une régularité assez impressionnante, qui, quand ils show up, sont toutes là, puis c'est extrêmement solide. Puis ça serait la première gagnante d'origine asiatique si elle l'emporte. Puis s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est elle. Elle est vraiment impressionnante. Puis ça fait 2 ans qu'elle termine au pied de la victoire. Là, fait que j'ai pas l'impression que cette année, elle va y aller conservateur. Là. Non, surtout que là, comme tu as dit tout à l'heure, elle s'est entraînée sur le parcours, à la chaleur, etc. Donc, à un moment donné, ce genre d'investissement-là, c'est jamais perdu. Après année, ton corps, il s'en souvient. Donc, peut-être que ça sera son année. Ouais. Marianne Hogan, connais-tu? Ouais, je connais. Ouais, quand même, pas mal. On a passé du temps avec Marianne en Gaspésie. Ouais, c'est ça. Sur un certain projet. F3 cette année, c'est pas son premier rodéo, mais c'est son premier dossard F3 parce que 2021, elle s'était qualifiée avec une Golden Ticket à Bandera à l'époque, qui était une course Golden Ticket.
Après ça, elle n'avait pas pu y revenir l'année d'après avec son dossard F3 qu'elle aurait eu. L'année passée, elle s'est requalifiée avec Canyons. Elle l'avait raconté avant, après. Toujours aussi impressionnant de voir je vais mettre d'immenses guillemets, c'est pas des contre-performances, mais des journées difficiles. Tu sais, elle l'a raconté, c'est la dernière fois qu'elle est venue au podcast. C'est 400 000, c'est 4 podiums sur, attention, Western, UTMB. On s'entend? C'est pas gênant. C'est 4 journées qui n'ont pas été qui ont pas été des exécutions idéales. Je pense qu'un 100 000 n'aura jamais une exécution parfaite. Il y a des creux, mais chacun de ces 100 000 a eu des anecdotes, des choses qui sont passées. Puis malgré des embûches, malgré des problèmes gastriques à sa première Western, malgré des bobos, malgré un doigt cassé, elle show up, elle performe, elle serre les dents, elle se rend sur le podium. Course après course, c'est impressionnant. Puis cette année, le fait de ne pas avoir de course qualificative, de golden ticket, de pouvoir se concentrer, ben, elle le dit sur le podcast, elle peut se permettre d'avoir le build-up comme elle veut sans avoir un objectif A ou B, mais juste avant. Puis elle peut s'assurer de piquer à la Western, ce qu'elle n'a pas fait l'an passé, qu'elle racontait. Elle s'enlignait pour ça. Elle avait été malade. L'entraînement avait souffert un peu de ça. Je pense que c'était début juin. Pas optimal. Là, aux dernières nouvelles, elle a l'air d'être en excellente forme. Plus en forme que jamais, peut-être, sans être hypothéquée physiquement, sans être en train de récupérer d'un Canyons ou autre. Donc, ça va être intéressant à voir. Marianne, comment tu as ça? Puis tu sais, c'est ça qu'on veut d'elle, tu sais, parce qu'à chaque fois, on se dit, le jour où Marianne va avoir une course où tout se passe bien, tu sais, elle va gagner, là. Ouais, c'est ça. C'est quand même fou de voir la régularité qu'elle a avec les difficultés qu'elle a. Le mental, c'est très bien que c'est sa très, très grande force. Mais on attend toujours d'avoir une course où Marianne, elle va juste avoir tout à 100%, tu sais. Exact. Et tout va bien se passer parce qu'on sait très bien que ce jour-là, les autres filles vont devoir s'accrocher parce que ça va rider très fort. Là. Oui, puis on sait que ça va arriver. Dans le sens qu'elle a l'expérience. Puis les soucis qu'elle a eu, une blessure, une chute qui casse un doigt, un problème gastrique, c'est des choses qui arrivent les cassages de doigts, j'allais dire ça arrive à tout le monde. Non, mais dans le sens où c'est des pépins de course qui arrivent sur des ultras longs, mais il y a toujours des journées où ça finit par cliquer. Puis sont plus rares que les journées où il y a des pépins, mais c'est pas une question de savoir est-ce qu'un jour ça va cliquer pour Marianne. C'est juste une question de savoir quand ça va cliquer parce que ça va arriver. Avec l'expérience qu'elle a, avec les capacités physiques et mentales qu'elle a, c'est pas une question de savoir si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Puis cette journée-là, tassez-vous, ça n'aura aucun sens. Ça. Ouais, puis tu sais, je pense qu'aussi, tu sais, là, ça fait plusieurs fois qu'elle le fait. Peut-être qu'il faudrait qu'elle le gagne pour se dire, OK, à Western States, je peux passer à autre chose. Ouais. Mais je pense que comment elle avait partagé dans l'épisode, c'est pas nécessairement relié à la performance, la position, mais plus par rapport à elle a envie d'y revenir pour plein de raisons. C'est un parcours qui met de l'avant ses forces à elle. C'est un parcours qui est fait pour elle. Mais il y a aussi le fait que tu sais, quand tu n'as pas performé à ton plein potentiel, ce sentiment-là de dire je vais y retourner pour avoir cette journée-là. Fait que je pense que si Marianne le 27 juin a une journée à la hauteur de ses espérances, que tout clique, que ce soit une première ou une 8e place, si tout clique, je pense que ce qu'elle semblait dire, c'est qu'il y a une petite porte qui se ferme, puis peut-être qu'elle va passer à une autre étape, un autre chapitre de son histoire, mais ça va être intéressant à voir. Puis l'expérience, veut pas, tu sais, quand elle a fait ces 4 podiums-là, c'est quand même ces 4 premiers 100 000 aussi. L'expérience s'acquiert à travers le temps. La gestion, veut pas en y revenant, la gestion du crew, des pacers. C'est la Western, c'est pour ça que tantôt, on s'en parlait avant. Moi, un coureur ou une coureuse, quand il y a le temps de faire les prédictions, qui est à son baptême de la distance de 100 000 ou son baptême de la Western State, dans ma tête, ces coureurs-là partent avec une petite prise sur les autres parce que il n'y a pas grand monde qui ont bien performé à la Western de leur première tentative. Marianne est un exemple. Là. Elle a, son premier 100 000, sa première Western, a fait mentir exactement tout ce que je viens de dire dans la dernière minute, mais c'est rare quand même. Jim Wamsley, ça y a pris 2 Western avant de maîtriser le truc. Anne Trayson, qui a gagné 14 Western State, elle a eu 2 ou 3 DNF ou contre-performance avant que ça clique. Il y a beaucoup de facteurs. C'est un parcours qui est linéaire, qui est difficile d'accès pour les crews. Tu as de la neige au départ, de la canicule à 45 degrés dans le canyon. C'est beaucoup de facteurs que d'autres courses n'ont pas. Fait que des gens qui reviennent, le top 10 qu'on est en train de nommer, dans ma tête, ont un avantage immense sur les autres de savoir où ils s'en vont. Vraiment.
Vraiment, tu as tellement de facteurs à cette course-là que, tu sais, la chaleur, la stratégie de cooling, est-ce que ton digestif va tenir? C'est tellement roulant, tu sais. C'est un puzzle qui est genre, c'est très difficile à résoudre dans ta première fois. Ouais, exact. Donc, Il y en a qui ont réussi, il y en a plusieurs. Ouais, Tu sais, on va parler dans l'autre épisode de Adam Peterman, qui a première tentative sur 100 000, gagne la Western, mais c'est rare ces exemples-là. Tu sais. Abiyard est un exemple de quelqu'un que ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup d'expérience avant de s'y rendre, puis, et bien d'autres. On peut descendre la liste quand même, parce que si on s'attarde aussi longtemps au podium qu'au reste, on finira... on va faire 2 épisodes de 2h20. Mais ensuite, tu sais, des gros noms qui ont des grosses performances récentes. Tu sais, Fiona Pascal, l'an passé, moi, c'était la première fois que j'entendais parler d'elle, elle venait sur mon radar. La seule chose qu'on savait, c'est que c'était la sœur de Beth Pascal qui a gagné la Western en 2021. Et l'an passé, à son baptême, elle, de la Western, 5e place. Depuis, elle a fini première au Lake Sonoma, 100 km, première à Chianti l'année d'avant. Et c'est du gros calibre, Madame Pascal. ouais. Donc ça aussi, ça va être à très surveiller, tu sais, si elle a surtout les plus jeunes que sa sœur. Ça fait très... Mais ouais, Fiona, je pense que, tu sais, c'est pareil, tu sais, moi, je pense que ça va être placé, là. Ouais. Je ne veux pas dire mes prédictions, mais tu sais, moi, je pense que tu as 4-5 filles qui sont capables de la gagner. Ouais. Elle est à mettre dans le mix de 4-5 filles-là. Exact. Ensuite, Ho Ha du Vietnam, qui a fini F6 l'année passée, qui a quand même causé une surprise. Je te confirme qu'elle n'était ni dans tes prédictions, ni dans mes prédictions l'an passé. Une athlète que j'ai entendu parler d'elle pour la première fois pendant la Western Set, quand elle a terminé 6e. C'est une fille qui a terminé 4e de la CCC quand même en 2023. L'année passée, elle a terminé 16e. C'est drôle, tu sais, Fiona Pascal a terminé 15e de la CCC. Oha a terminé 16e de la CCC. Tu sais, c'est le combo Western CCC n'est pas recommandé, on dirait, si on se fait à ça, mais Oha est très solide. J'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a fait récemment. J'ai pas vu de dossard récent autre que la CCC. Elle a fait un truc en janvier, genre, tu sais, une course à Hong Kong, là, à 100 kilos. Mais il n'y a rien de... Tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de courses en Asie. Ouais. À part la CCC, la Western l'année dernière, elle reste très... Ouais. Parfois, c'est difficile de juger juger de talent, clairement le talent exceptionnel, mais de juger d'une première place sur une course où la deuxième personne a 100 points d'index de moins. Ouais. Parce qu'elle est seule. Elle avait fait 4e sur la CCC en 2024, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle est capable de faire des grosses performances. Hein. Ouais. Quand elle vient sur les grosses scènes, ça va vraiment bien. L'américaine F7, Anna Allgood, qui est une machine de vitesse. L'année passée, 3e sur JFK, qui est un 80 km ultra roulant. Là. C'est quoi dans JFK? C'est 40 kg de trail, 40 kg de route. 20. C'est 20 kg de trail, puis au 20e, genre, ils mettent leur de route, puis après ça, ils partent. C'est ça, exact. C'est extrêmement rapide. Souvent des gens de trail qui performent, mais c'est toute une athlète, Anna Allgood, une américaine, qui performe depuis longtemps quand même, qui avait fini 2e sur 100 000 à Javelina. Fait que, tu sais, au-delà même de la Western, elle a de l'expérience sur du très long. Quelqu'un qui est très régulier aussi, qui n'a pas beaucoup de mauvaises journées. Ouais. Caitlin Fielder, Nouvelle-Zélande, une fille qui est terminée 2e à Tarawera cette année, alors qu'elle n'avait pas besoin de Golden Ticket. Elle est allée faire Tarawera 100 kg, termine 2e. Immense performance. Ensuite, elle a fait 5e à l'OCC, 4e à l'OCC dans le passé. Une fille qui a déjà fait 2e à Zegama. Quand même, l'année passée, c'était son baptême de 100 miles. Puis, donc là, cette année, tu sais, le Tarawera, le 100 kg, elle finit 4e derrière. Ouais. Roof. Donc, c'est pour dire que ça roule. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est du gros calibre. 4 minutes derrière Roof, c'est quand même genre que t'es capable de rouler, tu sais. Exact. Elle est fait top 10 dans son baptême de 100 000. Je pense que ça va lui donner confiance pour genre cette année. Exact. Exact. La F9, un nom qu'on voit souvent, Kelly Henniger, une américaine, qui a fini 9e en 2025, 9e en 2021. Donc, 2 finishes à la Western, beaucoup d'expérience. Je pense que c'est une fille que c'est un nom qu'on... Il y a des athlètes comme ça, dès que tu t'y intéresses un peu au trail, que tu suis les grosses courses américaines, le nom est toujours là. Elle n'a pas une mauvaise performance, toujours dans le top 5 de tout ce qu'elle fait, mais elle n'a pas encore eu la performance qui change tout. Elle s'était qualifiée l'année passée à la Western avec une 3e place à Canyons, derrière Marianne puis Emilia Good qui s'était fait une grosse bataille. On avait beaucoup parlé de ça. Qui est 3e? Oh, Kelly Henniger. Elle est toujours là,
toujours dans des grosses performances, mais n'a pas eu. On disait, c'est drôle, on disait exactement ça de Caleb Olsen il y a quelques années avant qu'il gagne la Western l'année passée. Mais une athlète à surveiller. Mais ça, c'est elle. On n'a pas, on n'a pas de data pour son année, tu sais. Non. La date, juste rien fait. En fait, ce qui est peut-être la meilleure stratégie quand un dossard garanti par une 9e place, c'est que pourquoi aller se mettre un dossard puis, en guillemets, s'exposer? Il y a des athlètes qui vont rechercher le besoin de mettre un dossard pour compétitionner, pour garder cette flamme-là active, mais si tu n'en as pas besoin, t'es bien mieux de faire tes petites affaires homemade dans tes, en contrôlant tous les éléments. Puis, veux pas, je pense que si tu es dans ce niveau-là d'athlète, je pense que quand un dossard, il y a une switch qui s'ouvre, c'est certain, qui peut peut-être brûler des cartouches pas nécessaires. T'sais. Fais ton dossard pour la Western, pourquoi aller compétitionner ailleurs puis brûler des cartouches? Prendre des risques. Et la dernière, et non la moindre, du top 10 de l'année passée, Emily Allgood, la Zimbabwéenne, qui en est à son 5e top 10 à la Western. Elle a terminé 10e l'année passée, avant ça 4e en 2024, 5e en 2023, 5e en 2022, 7e en 2021. Une championne de l'Ultra Trail Arikana en 2019. Quelqu'un qui habite près du parcours, qui respire, qui vit la culture de la Western State en continu, qui, l'année passée, a une dure journée, finit quand même top 10, mais je veux dire, chaque fois qu'Emilia Good se pointe sur la Western State, clairement favorite. Là. Moi, j'ai rigolé parce que je l'ai croisé à l'UTMB la dernière sur une trail. Ah ouais? Il est resté, je pense il est resté 40 kilos, puis je l'ai croisé, genre, elle était en perdition dans une trail, puis je lui ai demandé comment ça allait, tu sais, et elle était totalement out, là. Mais elle était sur la course? Mais elle a fini, tu sais. Elle a fini en 38 heures. Ah ouais? Tu sais. Elle a fini la course. Et quand je l'ai croisée, j'étais même genre, OK, est-ce que c'était vraiment Emily Allgood? Je dis, ah ouais, c'était elle, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça, elle est toujours là, tu sais, toujours placée. Ah ouais. Tu sais, elle a gagné Canyon, elle se place à la Western States tout le temps. À l'UTMB aussi, elle fait des bons classements. Ah, c'est ça. Tu peux jamais. Tu sais, c'est ça, les talents générationnels qui sont toujours là. On a l'impression que c'est toujours les mêmes noms, tu sais. Mais ça reste, c'est toujours là, tu sais. Kelly Henninger, mais je vais en parler, mais moi, j'ai l'impression que depuis que je m'intéresse au trail, ce nom-là est là, tu sais. Exact. Ça il y en a d'autres qui s'en reviennent, là, tu sais, des... Ouais. C'est des... Tu sais, Jennifer Lecter... qui performent toujours, qui n'ont peut-être pas le renom d'avoir remporté la course une fois. Donc, c'est un nom qui nous dit toujours de quoi. Le visage nous dit quelque chose, mais c'est des filles extrêmement régulières qui sont des grosses performantes. On entre maintenant dans celles qui ont remporté ou en tout cas qui ont fait des top 2, top 3 sur des courses Golden Ticket. La première, c'est la Polonaise qui a remporté la CCC l'année passée. Tentons la prononciation. Martina Mlinarczyk. Ah, c'est bon. C'est pas pire. Mon polonais est loin quand même de l'époque où je le maîtrisais. Là. Une langue que j'ai maîtrisée pendant plusieurs années. Martina, on va l'appeler par son prénom, qui était sur la Western l'année passée à son baptême de 100 000 et qui a abandonné. Elle est revenue très forte. On s'entend gagner la CCC, qui est toujours une des courses les plus compétitives au monde. Terminée première du Trail Alsace by UTMB cette année sur le 50 kg. Semble en très bonne forme. A une première expérience de Western State. Fait que peut-être que le sac à outils est plus rempli qu'année passée, mais ça va être intéressant de la suivre. Qu'est-ce que t'en penses, Martina? Ben, j'en pense que c'est toujours intéressant les profils comme ça, un peu plus montagnards, entre guillemets, là, parce que la Western, c'est quand même une course. La deuxième partie est quand même plus dure parce que tu sais, t'as la chaleur, etc., qui rentre en compte. Donc souvent, tu sais, c'est pas souvent les personnes qui vont aller plus vite, ont genre toffé le plus longtemps après. Là. Souvent, c'est sur la première partie de parcours qu'on voit que le monde est totalement en foufou, puis ça gagne du temps. C'est pour ça que des personnes qui ont un profil un peu plus montagnard, parfois, ben, ça peut tirer son épingle du jeu, tu sais. Parce que le début de la course, tu grimpes beaucoup, t'as beaucoup de descentes, etc. Mais après ça, c'est pas souvent les gens les plus rapides qui vont tirer leur épingle du jeu après, tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Ça va être intéressant à suivre. La deuxième à la CCC qui a eu son Golden Ticket là, c'est Lottie Brinks qui a terminé 6e. Donc, le Golden Ticket a descendu. Puis même, pour une raison obscure, il y a 3 hommes qui sont qualifiés pour la Western avec la CCC. Puis il y a un Golden Ticket qui a juste arrêté de descendre
Parce que de la CCC, ce qu'on a comme info, il n'y a que Martina et Lottie Brinks. Fait que si quelqu'un sait ce qui s'est passé avec le troisième ticket, peut-être qu'il va descendre jusqu'à... Je sais pas jusqu'à où, mais il n'a pas été réclamé. Lottie Brinks, une Américaine, 6e à la CCC, première à Desert Rats, 100 kilos. Une fille que je connais peu comme athlète. C'est un profil très rapide. C'est une fille, moi, sur ce que j'ai entendu, c'est facilement une fille qui est shape 2,30, 2,35 au marathon. C'est entre Gorge Waterfall l'année dernière et cette année, elle a gagné 1 heure. Donc, c'est quand même une fille qui est capable d'aller vraiment, vraiment vite. Ouais. Donc, c'est ça. C'est sur des parcours comme Western State, c'est sûr qu'une personne qui a des jambes super fraîches, puis quelqu'un qui est capable d'aligner les longues distances avec une vitesse qui est quand même très, très bonne, c'est quand même à surveiller. Puis CCC, elle fait 6e. Desert Rats, elle le gagne. Elle finit 4e overall. Ouais. Donc, c'est quand même c'est un bon profil Western States, je te dirais, Lottie Brinks. Ouais, quand même. La prochaine, c'est on tombe sur les 2 Golden Tickets de Javelina, une course en Arizona au mois d'octobre où les gens se déguisent. C'est le seul 100 000 qui est qualificatif Golden Ticket pour la Western State. Tous les autres, c'est des 100 kilos. Madame Tara Dower, qui a abandonné l'an passé, mais qui a un profil... j'ai l'impression plus pour la hard rock peut-être que la western, et peu importe ce qu'elle fait, on dit ça, mais elle a gagné le 100 000 à Javelina. Tara Dower, c'est celle qui a en ce moment le FKT de l'Appalachian Trail. On se rappelle qu'elle a battu le FKT overall, le FKT général. Ouais. L'année passée, elle a fait le FKT de la Long Trail. Une fille qui a fini 3e à Black Canyon cette année alors qu'elle n'avait pas besoin de Golden Ticket. Elle l'avait déjà obtenu, mais elle retourne à Black Canyon pareil, termine 3e. Extrêmement polyvalente, Tara Dower. Quand c'est du très montagneux, du très long, du très rapide, elle est toujours là. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va faire ce coup-là parce que l'année passée, c'était une journée difficile, mais c'est quelqu'un je serais pas surpris qu'on se dise dans 5 ans, ah ouais, elle en a gagné 3 depuis des Western States. Tu sais, c'est ce genre d'athlète-là. Là. Ouais, puis tu sais, encore une fois, tu sais, c'est le fait d'avoir eu son Golden Ticket très tôt dans l'année, ça lui a permis de faire du repos, du bloc. Puis après ça, elle a été à Gorge Waterfall. C'est un bon training. Elle a fait un 50 corps roulant quand même. Puis là-bas, elle finit 3e aussi. Ouais. Donc, elle est extrêmement solide. C'est le DNF de l'année dernière. On dit toujours, quand tu fais ton baptême, là, c'est quand même assez difficile. T'as beau t'entraîner, etc. Ça reste que c'est quand même tellement un puzzle qui est difficile à résoudre, la Western States pour sa première, que là, elle a appris. Donc, on va voir où est-ce qu'elle va se mettre cette année. Ouais, ça va être intéressant. La prochaine, Addie Bracy, une Américaine aussi. Elle a terminé 3e sur Javelina 100 miles. Elle a abandonné Canyons 100 kilos, le 100K, il y a quelques semaines à peine, mais quand on sait qu'elle avait déjà son accès à la Western State, est-ce que c'était une course d'entraînement puis que finalement, tant qu'elle se met dans le rouge, on raccourcit la journée un peu parce que elle gagnait rien de la terminer, cette course-là, mais c'est quand même son dernier résultat. C'est une fille qui a fini 9e sur la Western State en 2019, abandon en 2021. Donc, déjà de l'expérience sur la course. Elle sait ce qu'il faut pour la terminer. Ouais, ça va être intéressant aussi à voir. T'sais, on voit plein de noms que tu te dis genre, on l'entend aussi toujours un petit peu. Le DNF, tu te dis, OK, qu'est-ce que ça va jouer? Ouais. Mais moi, je me dis que, souvent... ces athlètes-là, ils sont capables de tourner une switch puis de se dire, OK, c'est pas grave, j'ai déjà mon ticket. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont capables de fine-tuner les trucs puis de tout résoudre ces problèmes-là pour la course A. Ouais, c'est ça. La prochaine, on entre dans celles qui vont être sur un baptême. Celle-ci, c'est pas juste un baptême de la Western State, c'est un baptême du 100 miles. Elle n'a qu'un seul 100 kilos à son actif, mais sur des formats plus courts, c'est une bête. Jennifer Lecter, l'américaine, elle a gagné Black Canyon cette année. Elle a gagné GFK 50 miles qu'on parlait plus tôt. Donc, quand c'est rapide, quand c'est roulant, immense potentiel. On ne sait pas ce que ça va donner sur du long. Elle a fait un seul 100 km, mais Jennifer Lecter, c'est quelqu'un qui, je vois un top 10 cette année, puis revenir, puis c'est quelqu'un qui pourrait très bien, comme Tara Dower, on en reparle dans 5 ans, elle en a gagné 2. Là, elle a 2 cougars sur sa tablette de foyer. Là. Ça, tu vas voir. Moi, je peux vous le dire là, puis vous pouvez le noter. Notez-le quelque part chez vous. Là. Cette fille-là, elle va faire extrêmement mal dans les prochaines années. Ah oui. Parce qu'elle est tellement capable. C'est une des seules athlètes du plateau
puis même sûrement au monde, qui est capable de gérer plein de distances différentes, d'exceller dans chaque distance différente. Exact. On n'a pas vu si souvent dans les dernières années. Le sport se surspécialise. Et là que c'est un gap, là, on va se le dire. Toi et moi, c'est quand même un énorme gap ce qu'elle va faire, mais est-ce que elle est capable de démolir un 100 kg comme elle est capable de démolir un 28? Très très peu de personnes qui le font sur le plateau, mais on en connaît un qui au masculin qui sait très bien le faire. Ouais, c'est ça. Mais au féminin, pour vrai, j'ai très très hâte de voir sur les prochaines années qu'est-ce que ça va donner. Puis là, on va avoir une réponse. On va avoir une réponse le 27 de ça va être quoi le potentiel sur une première, mais c'est excitant à suivre. Ah ouais. Le top 3, les 3 Golden Tickets qui viennent de la Black Canyon, c'est 3 athlètes. Tout le monde sur cette liste-là me fait triper, mais ce top 3-là, c'est dans ma tête, moi j'ai tout écrit en gros The Next Big Thing. Là. Jennifer Lecter, Anne Flower, Molly Seidel, c'est les 3 prochaines de qui on va parler. Bon, on vient de parler de Lecter, mais Anne Flower, l'année passée, elle se pointe sur Leadville. On se rappelle, l'année passée, tout le monde, on parlait de David Roach, qui avait battu le record du parcours, qui datait des années 90, sur Leadville 100, qui est un 100 000 montagneux, mais très rapide quand même, un terrain rapide. Le record féminin aussi datait des années de Anne Trayson, une fille qui a gagné 14 Western States puis 3-4 Leadville. Ça prenait une autre Anne pour enfin le battre. On sent les Anne dans le trail. C'est pas juste au Québec que c'est fort, c'est même à l'international. Anne Trayson et Anne Flower. Cette fille-là me fait triper. 2e à Black Canyon cette année. C'est là qu'elle a eu son Golden Ticket, mais première à Leadville, première à Javelina sur le 100 kg. C'est une marchande de vitesse, mais avec ce qu'elle a montré à Leadville, si tu fais bien à Leadville, parlant d'une course où il y a plusieurs facteurs, c'est une course qui n'a pas tant de dénivelé, 4000, mais tu es au Colorado à 14 000 pieds d'altitude tout le long. C'est une course qui, en moyenne, est plus élevée encore que la Hard Rock en altitude. Fait que tous ces facteurs-là sont difficiles, puis elle a bien performé. Je disais tantôt, quand c'est un baptême, tu pars avec une prise. Dans ma tête, Anne Flower ne part pas avec une prise. Avec l'expérience qu'elle a, elle a tout ce qu'il faut pour tout exploser le 27 juin. Ouais, ça aussi, c'est des profils genre que tu te dis, t'excelles sur tellement des courses majeures. Ouais. Mais là, t'arrives genre au boss du jeu. Comment est-ce que ça va se retranscrire là-dessus? Là? Mais c'est sûr que le CV qu'elle a, c'est ça que un baptême c'est toujours compliqué, mais avec le CV qu'elle a, c'est comme tu disais tout à l'heure, le terme boîte à outils, je l'adore. Moi. Elle, sa boîte à outils, elle est quand même bien remplie. Là. C'est souvent ça, je trouve, qui fait la différence pour un 100 mètres. C'est à chaque année à la Western, t'as des jeunes athlètes hyper talentueux qui ont torché des 100 km. Puis un baptême à la Western ou un baptême du 100 000, ça fait une différence parce que 100 000, c'est une distance qui, oui, c'est rapide au niveau de ces athlètes-là, mais ça te prend des outils dans ta boîte à outils. Je pense qu'un 100 kg, la nutrition peut chier après 3 heures. Si tu sors les dents, tu réussis à toujours garder un petit quelque chose, tu es capable de te rendre au bout, mais un 100 mètres, si la nutrition chie à mi-parcours, il reste 80 km, ça le fera pas si tu veux espérer performer. Tu sais. Fait que ça prend une boîte à outils bien remplie, puis c'est pour ça que des fois, dans mes prédictions, moi, je vais pas dire, je vais pas tasser certains athlètes, mais dans ma tête, il y a une prise quand tu n'as pas fait un 100 000 puis tu arrives à la Western State contre des Marianne Hogan qui ont 4 podiums sur des 100 miles, contre des Abial, contre des Fiona Pascal. Si tu veux rivaliser avec ces filles-là, ça te prend une boîte à outils. Je pense que le 100 000, c'est pas juste une question de talent. Alors que je pense que le 100 km, c'est pas juste du talent, mais des talents bruts qui manquent d'expérience dans le sport peuvent gagner Black Canyon. Ça, c'est ma lecture d'amateur qui n'a jamais fait de Black Canyon. Mais un 100 miles comme Western, tu peux pas juste le gagner sur le talent. Ah non, on va en parler sur la prochaine. Ah, c'est ça. Molly Seidel. On en voit de plus en plus des marathoniens, des athlètes de triathlon qui font la transition. Molly Seidel, c'est pas juste une marathonienne, c'est une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. On parle d'un PB sur marathon de 2h23. Une fille qui s'est mise au trail en 2025. Elle a juste 3 courses à son actif, mais quelles 3 courses? Elle a fini 3e sur Canyons 50K il y a quelques semaines. Elle a surtout fini 4e à Black Canyon. C'est quelqu'un qui va être à son baptême du 100 000, quasiment un baptême du trail rendu là, mais l'expérience, le moteur de cette fille-là, ça laisse présager que si elle se met au trail sérieusement puis qu'elle fait un top 10 cette année, qu'elle revient, cette fille-là va gagner la Western, ça sera pas long. Hein.
on va se le dire, elle a fini, tu sais, à Black Canyon, elle a fini devant la vainqueur de la Western States. Donc, Ouais, c'est ça. tu sais, elle finit pas si loin, tu sais, elle finit à genre une demi-heure quand même de Jenny Lichter, là, mais Ouais. tu sais, reste que sur une distance de même, là, je pense pas que tout le monde s'attendait déjà à voir un Molly Sayo à ce niveau-là tout de suite. Deuxième Mettons- saison de trail est à la Western. Ouais. Donc là, tu sais, on va se le dire, c'est compliqué, un baptême, mais là, elle, c'est un baptême avec énormément d'outils qui lui manquent là, pour Ouais. l'instant. Ouais. Mais tu sais, on sait jamais sur une course qu'est-ce qui va se passer. Mais tu sais, son training block, moi, je le suis beaucoup là. Puis tu sais, elle le dit, tu sais que il y a beaucoup de choses qui sont encore compliquées pour elle, les stratégies de cooling, la nutrition, etc. Mais ça reste que tu sais jamais. Là, elle a tellement, c'est tellement énorme la vitesse qu'elle a. Ouais. Que de réussir tout de suite genre à performer sur un 100 kilos, je trouve ça incroyable. Ouais, très impressionnant. On entre dans nos courses Golden Ticket internationales, avec beaucoup d'athlètes internationaux. Du Japon, Honoka Akiyama. Ça va être son baptême du 100 mètres. Elle a terminé 3e à Tarawera en Nouvelle-Zélande. Une course dont tu pourras peut-être nous parler dans un prochain Josette de Geek à suivre. Une fille qui a quand même terminé 12e au championnat du monde sur le format très long, mais c'est ça. On est encore dans la catégorie. Là, c'est un baptême de 100 miles. Même chose pour l'autre fille qui s'est qualifiée à Tarawera, l'Australienne Holly Ranson. 4e Tarawera, 3e à l'Ultra Trail Australia. Des grosses performances, mais ces deux-là, moi, je sens que c'est des talents qu'on va revoir, mais j'ai un petit biais dans le sens où il y a un manque d'expérience sur du long. C'est deux filles qui viennent de commencer dans ces nouvelles distances-là un peu plus longues. En même temps, on dit ça. C'est arrivé par le passé que des baptêmes, on menait à des victoires, mais il me semble partir d'un peu plus loin que les noms qu'on vient de nommer. Ouais, je pense que c'est pareil. C'est des gens qu'on va sûrement revoir. Là. Ouais. Mais le manque d'expérience sur une course comme ça, tu peux pas le faker. Là. Les deux prochaines sont allées chercher leur Golden Ticket à Chianti. Une course qu'on avait beaucoup suivie l'année passée parce que Kylian, Vincent Bouillard, Jim Wamsley s'étaient battus à Chianti. Mais là, une fille, c'est un nom qu'on voit depuis longtemps. Ingvild Caspersen, la Norvégienne, 5e en 2024 à la Western State. Donc, grosse expérience, grosse performance. Elle a terminé 2e à Chianti cette année, 1re sur la CCC en 2023, 7e à Black Canyon en 2023, 2e à Lavaredo. Tu sais, c'est toute qu'une athlète, une fille qu'on voit depuis longtemps, puis qui a clairement tout ce qu'il faut pour faire un coup de circuit le 27 juin prochain. Là. Ouais, puis tu sais, à Chianti, là, elle finit 2 minutes derrière Courtenay. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, oui. Pas loin. Tu sais, 2 minutes derrière Courtenay, puis pas si loin derrière ça, il y avait Rachel Entrekin qui a gagné concours d'honneur. Ouais, mais c'est ça, ça reste que, encore une fois, c'est une fille qui va extrêmement vite. Ouais. Un profil quand même un petit peu plus, elle va super vite, mais c'est quand même un profil qui est comme plus montagnard que roulant. Là. Donc c'est pareil, ça va être intéressant de voir comment ça se retranscrit là-dessus. Là. Mais tu sais, elle a fait beaucoup de courses avec des dénivelés extrêmement hauts. Ouais. Mais ça reste que tu sais, elle a quand même fait 5e à Western States 2024. Donc ça va être quand même à surveiller. Ça va être intéressant de voir. Ouais. La prochaine, c'est l'américaine Lauren Puretz qui était à Chianti. C'est un nom qui moi, complètement m'a échappé ce week-end-là parce que Courtney avait fini première, Ingvild Caspersen, dont on vient de parler, 2e. Rachel Entrekin, la reine du 250 miles américain, finit 3e. La 5e, qui finalement les Golden Tickets ont descendu, c'est Lauren Puretz, que je connaissais pas, mais qui a quand même terminé 4e sur Javelina 100 miles. 8e à l'UTMB en 2025. J'avais pas vu ça passer. 13e à la Western State en 2024. Donc, la fille a de l'expérience sur 100 000 à plusieurs reprises. Elle en a au moins 4 à son actif, dont un finish à Western State, une très respectable 13e place. Genre de fille qui pourrait être dans la liste de personnes, puis finir dans le top 5, puis causer une certaine surprise. Ouais, c'est ça. Genre, ça, c'est le genre de personne que tu vois pas trop passer, mais tu te dis... Un top 10, voire un top 5 dans une très, très, très belle journée. Ouais. Ça peut largement le faire. Ouais.
Ensuite, on termine avec les 3 filles qui sont qualifiées à Canyon. C'est la dernière course Golden Ticket. Donc, qui sont un peu dans la situation dont on parlait tantôt. Je pense pas que c'est... Je veux dire, Marianne a prouvé l'année passée qu'on peut récupérer très vite, avoir une grosse grippe en juin et quand même faire un finir sur le podium, mais ça reste la course la plus récente. Riley Brady, qui officiellement, selon la liste de départ, est non-binaire, mais court dans le peloton féminin. C'est quelqu'un qui a terminé premier à Canyon 100 km en 2026, elle l'a remporté. DNF l'année passée à la Western States, c'était un des favoris quand même. Puis c'est quelqu'un, moi je la mets dans la même catégorie que Anne Flower, Jennifer Lecter, Molly Seidel. C'est le même genre d'athlète qui me fait triper en ce moment, que je me dis, j'écris en gros à côté, c'est la prochaine grosse affaire, c'est the next big thing, c'est ces 4-là. Dans la liste, quand on sort du top 10 l'année passée, là, moi, c'est les 4 qui me font le plus triper, puis je me dis qu'il y a le plus de chances qu'on les voit faire des top 5 cette année, puis des victoires à court, moyen terme. Là. Puis avant, c'était ça, c'était souvent DNF, je gagne, DNF, je gagne. Ouais. Là, on voit quand même que sur la dernière année, ça finit beaucoup plus ces courses, là, mais tu sais, ça, tu gagnes Canyon cette année. Ça reste que c'est en avril, mais ça reste que tu le gagnes. Ouais. Il y a quand même déjà beaucoup racé quand même, tu sais, un 100 kg en février, un 100 kg en avril, un 50K, un 30 kg dans la même année. C'est une grosse saison à date quand même lourd en charge. Ouais. Donc, puis elle avait remonté de la Western après son DNF, puis elle avait décidé de builder up au Run Rabbit Run, qui était un 100 000, beaucoup moins de compétition que Western, mais elle l'a remporté quand même haut la main. Encore là, elle a rempli le coffre à outils. Elle a déjà un Javelina 100 miles en 2024 qu'elle avait gagné. Le CV commence à être long là, pour Riley Brady. Fait que j'ai très, très hâte de voir ce qu'il va faire cette année. Là. Ouais, ça va être intéressant à voir. La 4e à Canyon, c'est parce que les Golden Ticket ont un peu descendu. Sarah Humble, l'américaine, une fille que je connaissais pas du tout, qui a gagné quand même le Bear 100 miles, qui est une course typique montagnarde américaine. Je pense que Bear, c'est dans le Wyoming ou dans le Colorado, mais course assez robuste, beaucoup de dénivelé. 18e à Black Canyon plus tôt cette année. 4e à Canyons. J'ai hâte de voir. Comme la prochaine, Helane Matarese, tu sais. Je sais pas si j'ai le bon accent. Matarese? Je sais pas. Mais elle, c'est son baptême du 100 miles. Elle a fini 5e à Canyon cette année, 7e à Black Canyon plus tôt dans la saison. C'est quelqu'un qui était clairement à la poursuite d'un Golden Ticket. Donc, c'est nos 2 dernières qui sont entrées. Et on a rajouté quand même à notre liste deux personnes qui ont obtenu des accès à la Western par d'autres voies. La première, c'est parce qu'elle est dans les race admin, fait qu'elle a un dossard. Est-ce qu'elle a été bénévole dans le passé, super bénévole, en charge de quelque chose. Mais c'est Amy Cameron qui va être à son baptême de la Western. Il a quand même fini 7e sur Javelina 100 miles. Donc, une fille qui a beaucoup d'expérience. Puis l'autre, c'est une américaine aussi, Sarah Ostarzewski, qui a rentré par la loterie, mais qui a quand même fini sur le podium de Cocodona 250 miles en 2025 et qui a gagné Moab 240. Ouais. Quand même. Elle, je pense, tu vois, sa loterie, elle a quand même pas volé. C'est ça, je pense qu'elle avait 256 tickets. OK, d'accord. Avec beaucoup d'expérience. Bon, des victoires surtout sur du 200 miles, mais Courtney a prouvé qu'on peut arriver du 200 miles, puis après ça crée des volets à tout le monde sur 100 miles. Hein. Courtney a un peu ce parcours-là. Tu sais, quand elle est arrivée, ses premières victoires sur Western UTMB, c'est une fille qui venait du 200 miles, Courtney, puis elle a bien fait. Donc, je sais pas si c'est des coureuses que tu connaissais, toi? Non, du tout. En vrai, non, les 4 dernières, je connaissais pas du tout. À suivre. Avant qu'on passe aux prédictions, on va prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on poursuit ça de l'autre côté. On va s'entendre sur une chose, là. La pièce d'équipement la plus importante en trail, c'est les chaussures dans tes pieds. Puis ça, Altitude Sport l'a bien compris. Quand vient le temps de choisir ta prochaine paire, le plus difficile, c'est souvent de trouver un magasin qui tient plusieurs marques, plusieurs modèles et plusieurs grandeurs. Parce qu'en magasin, l'espace est souvent limité. Mais sur Altitude Sport, il n'y en a pas de limite. En veux-tu des marques? En v'là, Oka, On, Salomon, Norda, Saucony, La Sportiva, Altra, Nike, Brooks, New Balance, Merrell, Normal, Topo, Adidas, The North Face, Asics, Keen, Vibram, Kraft, Satisfy, Mizuno. Je suis essoufflé puis j'ai pas tout dit. Écoute, j'ai fait un test, j'ai appliqué un filtre en demandant seulement la taille 10 hommes. J'ai obtenu 104 modèles différents. 104! Si tu trouves pas chaussures à ton pied chez Altitude Sport, je pense que j'ai le droit de dire que t'es difficile.
Puis comme toujours, Altitude Sport rend le magasinage simple. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal, 100% en ligne avec plus de 400 marques premium. Tu commandes aujourd'hui, c'est livré demain partout au Canada, puis le jour même à Montréal. Si ça convient pas, mais les retours sont super faciles avec un simple code QR. Va sur altitudesport.com et utilise le code promo pas sorti du bois 2026, PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Le lien et les conditions sont dans la description. T'as manqué le bateau pour l'Ultra Trail Gaspésia 2026? C'est pas grave, il y a plein d'options qui s'offrent à toi si tu veux vivre une expérience gaspésienne comme seuls les événements Gaspésia peuvent t'offrir. D'abord, tu peux mettre un gros X dans ton calendrier en juin 2027 pour participer au Gaspésia à Percé. Mais si tu as envie de mettre le cap à l'est dès cette année, t'as plein d'options. Il y a l'Ultra Trail Forillon qui a lieu du 18 au 20 septembre prochain avec des distances allant de 1 à 160 km dans un décor unique. Le directeur de course Jeff Tapp en parle comme d'un safari trail, fait que ça vaut vraiment le détour. Il y a aussi le Marathon Gaspésia le 24 octobre avec ses parcours sur route de 1 à 42,2 km au cœur de Percé. Et puis, il y a le petit nouveau pour les adeptes d'aventure sur 2 roues, le Gravel Odyssey Gaspésia du 4 au 6 septembre prochain qui va emmener les cyclistes sur 3 jours d'aventure entre mer et montagne au cœur de la Haute-Gaspésie. Donc, pour choisir ton prochain défi gaspésien, rendez-vous sur le gaspésia.org. C'est maintenant l'heure des prédictions pour la course féminine, Nico. Puis avant qu'on parle de nos prédictions, j'ai réécouté l'épisode de l'année passée, j'ai repris en note nos prédictions. L'année passée, on est allé pour un top 5. Cette année, on s'est mis ça tough, on s'est mis des prédictions de top 10, mais l'année passée, on s'était mis un top 5, puis j'ai réappliqué un peu la même attribution de points qu'on fait avec Nicolas Fréret quand on fait nos petits concours de Josette de Geek. C'est-à-dire que dans le top 5, celle qu'on avait placée pile à la bonne position. Donc, dans ton cas, tu avais extrêmement bien placé Fusao Gang l'année passée. Tu l'avais mis 2e. Donc, c'est 5 points pour une position parfaitement positionnée. Et quelqu'un qu'on avait mis dans notre top 5 qui s'est ramassé dans le top 10, c'est 1 point. Donc, suivant cette logique-là, pour la course féminine, tu as fait 7 points et moi 2. Donc, tu avais mis Marianne et moi, j'avais mis Marianne gagnante l'année passée. Mais on va mettre un peu de piquant pour cette année. On va refaire nos prédictions top 10. Ça va durer 2 épisodes, ce qu'on va faire les gars dans le prochain épisode. Mais j'ai envie de te lancer un défi. Une petite gageure. Pas monétaire, là. Vas-y. On va réanimer cette année. On va avoir la chance de réanimer le QMT Live. L'année passée, on l'a fait pendant une 12aine d'heures en ligne. Là, cette année, ça va être encore plus parce qu'on fait la course complète. Le 135 du début à la fin, on va être en live pour le QMT. Je propose qu'avec le même système de points, fait qu'un top 10 donne 1 point, puis une position parfaitement mise dans le top 10, c'est 5 points. Le total hommes et femmes, celui qui a le plus de points doit donner une conséquence ou un défi à l'autre à relever pendant le QMT Live. OK. Puis ça, on peut pas le partager avant. Il faut que ça reste entre nous. Fait que si, par exemple, tu l'emportes les prédictions, tu vas me donner un défi qu'il va falloir que je fasse quelque part dans le QMT Live. Surtout que là, c'est quand même un top 10. Là, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités de points. Fait que, est-ce que tu es partant pour le défi? Très, très partant. Ceux qui écoutent le QMT Live, vous essayerez de deviner à quel moment c'est le dare du perdant. J'ai envie de te laisser commencer pour le top 10 féminin. Okay. Veux-tu parler part du bas puis remonte-nous jusqu'à la victoire? Ouais. Tu sais, je ferai des mini commentaires sur ce que j'ai. Ouais. Mais, moi, j'ai quand même des petits trucs. Là. En 10, Jen Lecter. Je me dis que début, j'ai envie de la revoir. T'sais. Donc, pour moi, j'ai envie qu'elle fasse un top 10 pour qu'elle revienne l'année prochaine. Okay. Donc, ça. Numéro 9, Emilia Hogwood. Okay. Numéro 8, Caitlin Fielder. Mm-hmm. Numéro 7, Kaspersen. Ouais. Qui dit, deuxième après, derrière Courtney Akianti, des bonnes jambes cette année. 6, Riley Brady. 5, Tara Dauer. Okay. 4, Anne Flower. Puis là, mon top 3, mon podium de la Western States, j'ai mis Fusao, Xeleng en 3. En 2, j'ai mis notre belle Marianne Hogan en 2. Et première, je vois un back-to-back. Ouais! Un back-to-back DBR. Avec le même podium identique l'année passée, mais avec Marianne et Fusao Zhang qui échangent de marche de podium. Mais pour être full honnête, j'ai l'impression que la victoire se peut jouer sur mon top 5, genre. Okay. J'ai l'impression que ces 5 filles-là sont capables de gagner.
Mais je vois quand même, genre, à suivre Abiel, tu sais, je sais que Marianne a un build-up extrêmement solide, puis je lui souhaite de gagner, là. Et je lui souhaite que j'ai tort. Ouais. Et Abby, je trouve que son build-up a l'air énorme aussi. Ah, c'est fou, mais sans se parler, si je me trompe pas, on a quasiment le même top 5 dans des positions inverses, mais on a sensiblement le même top 5, si je me trompe pas. Quasiment. Parce que je suis d'accord avec toi, tu dis ton top 5 pourrait tout gagner. J'ai l'impression que ton top 6, dans ma tête, c'est vraiment. Puis je veux pas dire qu'il y a un immense avantage sur les autres, mais dans ma tête, c'est une classe à part, ce top 6-là. Abby Hall, Marianne Hogan, Fuzhou Xiang, Anne Flower, Tara Dower, Riley Brady. Pour moi, c'est. Si j'avais à parier de la vraie argent, là, mettons qu'on fait pas juste parier des conséquences pendant le QMT Live, ça serait sur une de ces personnes-là que je me dis ça va gagner cette année. Puis on dit ça, finalement, c'est quelqu'un ça va être Ho-Ha qui va gagner, puis on va être dans le champ. Mais non, pour vrai, je suis d'accord avec. C'est des excellents choix. On est quand même assez similaires. Dans mon cas, Anna Allgood est la 10e, l'américaine. Ingvild de Caspersen, 9e place. OK. Caitlin Fielder, 8e place. Emily Allgood, 7e. Ça va lui faire son 6e top 10 consécutif. C'est la Jan Sharman féminine. On se rappelle de Jan Sharman qui a fait 10 top 10 en 10 ans. Emily Allgood, mauvaise journée, elle est dans le top 10. Bonne journée, elle gagne. C'est juste ça, cette fille-là. Je pense pas qu'on va la voir finir la Western autre que dans le top 10 pour les décennies à venir. Ouais. Ensuite, peut-être que je vais le regretter, celle-là, mais moi, j'ai mis Abby Hall en 6e. Ah ouais, OK. Ouais. Elle gagne, mais elle a gagné l'année passée. Je la vois revenir forte, mais le top 6 dont on parlait tantôt, on a le même top 6 dans le désordre. Moi, après ça, je mets Tara Dower 5e, Riley Brady 4e, Anne Flower 3e, puis on va avoir du fun l'an prochain à faire les prédictions quand toutes ces filles-là vont être terminées à toutes ces positions-là. Ils vont être le returning top 10. C'est tous des noms, je veux dire, mon top 6, je les vois gagner les 6 prochaines Western States. Abby Hall, c'est fait, mais Tara Dower, Riley Brady, Anne Flower sur le podium, 3e place. J'ai vraiment un gros geek crush sur Anne Flower, pour vrai. Ce qu'elle fait, la façon dont elle race ses courses. Anne Flower, dans ma tête, c'est la prochaine Courtney. Je l'aurais dit ici en premier. Puis je termine avec le Fuzhou Xiang, 2e. Je suis désolé, Fuzhou. 3e, 2e place consécutive, 2024, 25 et 26. Et je retourne avec la même première que l'an passé. Marianne Hogan. C'est son année. C'est son année? C'est son année. Les astres sont alignés. C'est son année. Je veux avoir tort sur cette prédiction. c'est toujours touché quand on fait des prédictions comme ça. On le vit souvent avec Marianne, avec Mathieu aussi, qu'on a vu sur Western, sur UTMB. On fait des prédictions, puis il faut comme des fois séparer le cœur ou l'attachement qu'on a pour ces personnes-là au-delà des performances. Mais je pense que avec une... Tu sais, je veux dire, en dépersonnalisant le truc, je suis pas ami avec les 9 autres dans mon top 10. Marianne, c'est une amie. Je pense quand même que s'il y a une année où ça peut se passer, c'est là. Fait que, voilà. Mais dans tous les cas, c'est ça qui est touché à la Western, c'est qu'on sait que souvent à la course des hommes, puis même aussi sur la course des femmes, il y a de l'attrition. Il y a du DNF. Parce que, puis je veux dire, l'autre épisode, on va parler de la course des gars, mais je pense les filles se contrôlent beaucoup mieux sur le pace à la Western, se pace mieux. On voit rarement quelqu'un passer la mi-parcours à 30 minutes sur le record du parcours puis exploser comme un petit popcorn. On voit pas ça du côté féminin. Les filles, dans les dernières années, ce qu'on a vu, moi, ça fait 6 ans, 7 ans que je suis la Western religieusement, puis on n'a pas vu de grandes explosions. On a vu des moments difficiles par quelques positions, mais le popcorn qu'on voit à l'avant du pack chez les hommes, on le voit pas chez les femmes. Ça va partir, puis ça va se rendre à la fin. Je pense que on le sait en ultra, les femmes sont meilleures que les hommes, point. Sur la game mentale, sur la tolérance à la douleur, il n'y a même plus de questions là-dessus. Fait que je pense que c'est un top 10 qu'on va voir bouger. Ça va être intéressant de voir des dépassements, mais côté masculin, prochain épisode qu'on va faire ensemble, on a une belle bande de crétins, puis je le dis avec tout le respect et l'amour et l'admiration que j'ai pour ces athlètes-là, mais on a les parfaits joueurs
pour que ça soit 1 heure sur le record du parcours à mi-parcours, puis ça Ouais. explose, puis on va nommer 20 gars qui sont favoris, il y en a 10 là-dessus qui vont abandonner. Ce jour-là, il faudra manger du popcorn en regardant des gens faire du popcorn parce que ça va être drôle. Je pense qu'on verra pas ça sur le côté féminin, parce que la gestion de course est toujours meilleure à la Western State dans le peloton féminin. Ouais. Mais je pense que ça fait des années que ça arrive sur la course des hommes. Et cette année, on a le parfait mix d'athlètes pour que ça arrive encore plus fort que jamais. On le souhaite pas à personne, c'est juste mathématique. Oh. Puis quand on voit un peu les personnages, quand on voit un peu les athlètes qui sont là, ça va être drôle. Fait qu'on vient de terminer cet épisode-là féminin sur la Western State, l'épisode 278 qui portait sur la course des femmes. Ça va être extrêmement intéressant à suivre le 27 juin prochain. Puis comme d'habitude, Pas sorti du bois va vous partager en story des updates de la course, mais je pense que si vous vous intéressez à cette course-là, il n'y a rien de mieux que de s'asseoir devant YouTube toute la journée puis de se foutre éperdument des stories de Pas sorti du bois parce que vous l'avez live dans votre face. Mais si vous êtes en train de faire autre chose, vous n'êtes pas obligé d'être geek comme nous puis vous vous collez sur un divan pendant 16 heures de course. Je blague, là, je vais faire d'autres choses. Mais je vais quand même vous donner des updates via les stories de Pas sorti du bois comme d'habitude. Fait que Nico, un gros merci pour cette première partie de la Jasette de Geek. Ça augure bien. C'est à toi, toujours le Ouais. fun. Toujours le fun. Rendez-vous après-demain pour la course des hommes. Ça va être à l'épisode 279. On sort quand même ça d'avance. On se le disait avant. Les deux, on est des bons consommateurs de contenu de geek. Puis des fois, ça nous aide parce que on suit pas le Strava de ces 60 personnes-là dont on parle dans l'épisode. Mais des fois, d'entendre d'autres analyses. Puis on enregistre tôt. On sort tôt l'épisode cette année. Donc, on n'a pas accès à grand-chose. On est dans les premiers, en tout cas, je ne sais pas si au moment de sortir l'épisode, ça va être encore le cas, mais au moment de l'enregistrer, on est le 11 juin, 10 juin, et il n'y a pas grand-chose de sorti en termes d'articles ou de podcasts sur les pelotons de tête, les prédictions. Donc, ça nous rend la job encore plus difficile parce que des fois, il y a des petites subtilités qu'on apprend. Puis peut-être que ce qu'on vient de dire, autant chez la course des femmes que ce qu'on va enregistrer sur la course des hommes, on va devoir tout recommencer ou juste vivre avec des mauvais choix parce que on va apprendre qu'une ou un coureur s'est blessé puis participera pas à la course. Mais au moment, en date du 10 juin, on a parlé des athlètes qu'on sait qui seront là, donc à suivre pour ce qui se passe pour vrai. Rendu là, il y a juste pour toi puis moi, c'est important. Après ça, À date, le c'est reste, nous la source. c'est juste nous la source. Voilà. Donc, un gros merci, Nico. On se reparle dans 2 jours pour les prédictions des hommes. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC, qui est le partenaire principal depuis que Nico a orchestré ce partenariat-là en 2020. Merci à Noctem, Café Charlevoix, Mox Mocktail pour cet excellent Mox numéro 1. Te reste une bière pour l'autre enregistrement ou t'as un refill à prendre? Oui. Parfait. Oui, mais ouais. J'ai terminé le Mox, fait qu'on verra ce que je bois dans l'autre partie. Parce que oui, magie du podcast, on enregistre les deux le même soir, mais ça sort pas le même jour. C'est-tu fou cette affaire-là? Donc, trêve de niaiserie, on se reparle dans 2 jours, Nico. Merci tout le monde et à très bientôt, genre dans 48 heures, pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.